Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, et notamment des gros billets en euros, en dollars et les billets d'avion. Et aujourd'hui, on va parler de nouveau, on va partir à l'autre bout du monde avec Lara. On était parti vers l'Est avec Baptiste, le joueur de poker. Là, on va partir vers l'Ouest à plus de 11 000 km de la métropole pour voir avec Lara comment elle vit sa vie d'expatriée et comment elle a réussi depuis 2018 à faire l'acquisition de 7 biens, dont 6 biens en France, en étant à 11 000 km. Donc voilà, ça donne des idées peut-être pour les personnes qui habitent dans des régions où l'immobilier il est cher, où il faut faire 2-3 heures de voiture. Lara, elle habite à 11 000 km, elle a réussi à faire l'acquisition de 7 biens, dont 6 en France, depuis 2018. C'est vraiment très inspirant. On va voir avec elle sa vie d'expatriée, parce que les investisseurs, il y en a beaucoup, chacun a son propre parcours. Mais Lara, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle est expatriée dans un pays où il y a peu de gens en tout cas, je connais très peu de gens qui habitent, donc il se passe plein de choses, notamment une inflation très très élevée de plus de 50% par an. On va voir avec Lara les conséquences de cette inflation. Elle va nous raconter également qu'il faut, dans le pays où elle habite, il faut hypothéquer la maison d'un proche pour pouvoir louer un appartement. Et oui, ça a l'air incroyable, mais c'est comme ça. Et hypothéquer un bien qui est dans la capitale. Elle va aussi nous raconter son expérience avec un achat en viager qu'elle a effectué, avec un viager qui a certaines conditions qui sont pas les plus courantes et qui est un système très très intelligent, je trouve, pour les personnes qui ont soit un taux d'endettement qui est trop élevé, soit les expatriés. On sait qu'on a parfois du mal à emprunter dans les banques françaises, donc très bon système qu'elle va nous présenter, qui est en fait un peu le meilleur des deux mondes, pas besoin de financement et beaucoup de certitude par rapport aux viagers dont on a l'habitude d'entendre parler, donc à savoir les viagers occupés, et où vous récupérez le bien seulement quand la personne décide. Avant de démarrer, pour le week-end en Alsace, donc pour rappel, du 13 au 15 mai à côté de Colmar, on fait un week-end immobilier et investisseur en Alsace avec Michel, mon associé. On organise ça, on a loué un super, ça s'appelle Gîte, mais c'est une maison vraiment, c'est un peu la plus belle maison d'ailleurs qu'on a pu trouver dans le coin, qui pouvait accueillir à cette personne. Donc l'idée, ça va être d'échanger entre investisseurs et futurs investisseurs toutes nos expériences pour pouvoir progresser ensemble. On va faire également intervenir plusieurs personnes de notre réseau. Il y a notre notaire qui va passer. Il y a un ami investisseur à nous qui a plus que 100 lots. On a également un chauffagiste. On sait à quel point c'est critique en ce moment avec les DPE. Un artisan chauffagiste qui va passer. Une personne qui est spécialisée en location courte durée, et notamment dans les plateformes Airbnb et Booking. Voilà, on a invité plein de monde. Sûrement qu'il y aura encore d'autres invités. Ça va être super bien, on va passer un très bon moment. Donc ce sera du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai. On a quelques soucis avec notre banque. Je sais pas pourquoi les transactions ont eu des problèmes pour passer. Visiblement, c'est assez courant. C'est vrai que c'est le premier événement que j'organise comme ça. Donc on s'adapte encore un petit peu aux plateformes qui sont dédiées à ça. Donc on a eu des personnes qui ont eu du mal à réserver. Si vous avez du mal à réserver, n'hésitez pas à me contacter. On va trouver une solution ensemble. Il y a également des personnes qui nous ont écrit, malheureusement c'est passé en spam, donc c'est toujours un peu gênant. Donc il nous reste 3 places, seulement 3 places, pas une de plus. Et si vous voulez participer, donc il y a je vais mettre le lien directement dans la description du podcast. Vous pouvez, ce sera billet web / weekend club invest. C'est un peu compliqué avec les espaces, donc le mieux c'est vraiment que vous cliquiez sur le lien dans la description. Sinon vous allez sur mon site byebyepatron.net et j'ai mis tout en haut, il y a juste à cliquer, vous arriverez sur le lien pour réserver vos tickets. S'il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez sur Instagram byebyepatron, un email info@byebyepatron.net. Maintenant c'est bon, je suis de retour, j'ai accès à mes mails, j'ai accès à tous les réseaux, etc. Donc il reste 3 places. Si ça vous dit, on sera plus que ravis de vous accueillir du 13 au 15 mai en Alsace. C'est assez facile d'accès de la région parisienne. Vous pouvez y aller en TGV directement. En avion, il y a 2 aéroports, Bâle-Mulhouse et Strasbourg-Ensheim qui sont assez proches. Les vols sont pas très chers. Il y a des vols low cost, même depuis Bordeaux, depuis Nantes, depuis un peu toute la France. Donc voilà, il reste 3 places. Si vous voulez venir, vous êtes plus que les bienvenus. On se retrouve de l'autre côté à présent avec Lara
et son expérience d'expatriée investisseuse. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille Lara. Lara qui a plein de choses à nous raconter, qui est une investisseuse atypique. Déjà, j'adore forcément recevoir des femmes sur le podcast. J'essaie au maximum d'avoir la parité des invités. C'est pas toujours évident. Donc là, Lara, elle coche plusieurs des critères dont je suis tout le temps à la recherche, à savoir une expérience atypique et représenter le côté féminin des investisseurs. Donc, salut Lara, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut, bonjour à toutes et à tous. Écoute, très bien, je suis en vacances, donc très bien. Et t'es en vacances dans un beau pays ? Ouais, en France. En France, voilà. Et donc, c'est pour ça, ta spécificité, c'est que pour toi, la France, c'est les vacances. Pour moi, c'est souvent les week-ends et un tout petit peu les vacances. Et pour toi, c'est les grosses vacances. Parce que t'es expatrié, donc tu peux peut-être nous dire maintenant un peu ton parcours et où est-ce que tu habites, comment t'es arrivé là. Ouais, moi j'habite en Argentine, j'habite à Buenos Aires, donc à 11 ou 13 000 kilomètres. Donc c'est pas mal et je suis arrivée il y a 11 ans maintenant. Là j'ai 31 ans, je suis arrivée à 20 ans. Dans le cadre d'un échange universitaire. En fait, c'était pour faire la troisième année de fac. Et moi, j'avais toujours voulu bouger, j'avais toujours voulu voyager. Et j'avais pas beaucoup d'argent ni rien. Et j'avais vu que c'est un peu le même principe que Erasmus, tu vois. Enfin, Erasmus, c'est pour l'Europe. Et en fait, les universités, elles ont des conventions avec d'autres universités dans le monde. Et je me suis dit, mais c'est génial. Tu peux avoir des bourses et puis étudier à l'étranger, etc. Et au final, t'as ton diplôme français, tu vois. Et donc j'ai fait ça et je parlais pas bien anglais du tout et comme moi j'étais à Toulouse, l'Espagne c'est plutôt à côté et on a déjà espagnol en deuxième langue et puis c'était un petit peu plus facile. Je me suis dit je vais prendre un pays qui parle espagnol. L'Espagne c'est un peu dommage parce que c'est juste à côté et c'est l'occasion de voyager. Donc j'ai fait des vœux du genre Argentine, Mexique, Pérou. J'y connaissais rien mais finalement j'ai eu l'Argentine et c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Donc, j'ai débarqué là-bas en 2011. En fait, au début, pour faire un échange de 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, non mais j'ai une vie de dingue, c'est génial. Donc, je vais rester 6 mois de plus. J'ai écrit à la fac, ils m'ont dit, oui, c'est bon, vous pouvez faire un deuxième semestre. Et à la fin de l'année, je me suis dit, non mais je peux pas retourner en France comme ça, alors que déjà, voilà, j'avais des bourses d'études. J'avais que 4 matières, on faisait la fête tout le temps. Buenos Aires, c'est une ville de fou, tu vois. Donc je me suis dit, non mais là je vais rentrer en France, ça va être la déprime, non. Du coup, j'ai convaincu la fac de faire mon master aussi en Amérique latine. Donc j'ai fait une deuxième demande de mobilité et je suis partie au Chili, dans une ville qui s'appelle Valparaiso, donc c'est un petit peu plus au-dessus de Santiago. Une ville portuaire très jolie, assez atypique, avec des maisons de couleurs en tôle sur les collines, etc. Et donc là, j'ai fait un master en sciences politiques et je me suis dit non mais c'est trop bien cette vie, je peux pas rentrer. Du coup, je suis retournée à la fac et j'ai dit oui, je vais m'inscrire de nouveau dans le même master, tu vois, enfin un autre différent, change 2-3 mots. Et comme ça, j'aurai des conventions de stage et je fais 1 an pour faire des stages et je reste en Amérique latine et je vois où est-ce qu'on me prend, tu vois. Et là, j'avais plus de bourse et tout, je bossais dans un bar la nuit, mais en fait, voilà, tu vois, j'avais 21 ans, je faisais plein de trucs, donc c'était quand même la belle vie, quoi. Et du coup, là, j'ai fait des stages au Chili, je suis retournée en Argentine et après, je suis allée en Uruguay. Dans une administration, ça s'est bien passé et finalement je suis restée 3 ans en Uruguay. Donc voilà, ça commençait à faire un bon nombre d'années. Après je suis retournée en Argentine, j'avais mon copain qui était en Argentine, à chaque fois on essayait de se voir à distance, j'essayais toujours de revenir vers l'Argentine en fait. On s'est à peu près bien débrouillé et 2017, je suis retournée en Argentine après l'Uruguay et voilà, j'y vis depuis de nouveau depuis 2017. Quoi, ouais. Ok, 5 ans. Ouais, c'est ça, quand on part. Moi, ça fait aussi 11 ans maintenant que je suis parti de la France
Et je me souviens en fait quand j'avais été passer des entretiens d'embauche et j'en avais raté qu'un seul et c'était en fait parce que moi je savais pas à l'époque si j'allais rester ou pas. Enfin, tu vois, ou si j'allais rentrer en France. Et du coup, je l'avais dit au recruteur qu'en fait je voulais faire je sais plus, bah après j'étais jeune et naïf, hein. Bah après j'avais réussi d'autres entretiens, mais à lui je lui avais dit que bah je voulais faire ça et que je trouvais que c'était un bon parallèle avec mes études en France. Puis il m'avait dit mais en fait personne, c'était aussi un Français, il m'avait dit mais personne rentre en France une fois qu'il a commencé. Et après j'avais appelé quand on m'avait dit qu'on m'avait pas pris, j'avais appelé puis la RH elle m'avait dit ouais c'était bien passé, c'est avec ce gars que ça s'est visiblement pas bien passé. Et je suis sûr que c'était parce que je lui avais dit que j'avais pour intention encore à l'époque de rentrer. Mais c'est vrai que maintenant parfois on a envie de rentrer, enfin je sais pas pour toi, moi parfois j'ai envie de rentrer et puis parfois puis maintenant ça fait trop longtemps que je suis parti et je sais que c'est le bon rythme que j'ai moi ma relation, le temps que je passe en France et puis le temps que je passe à l'étranger même. Mais voilà, après, au début, tu sais pas. Hein. C'est dur. Ouais. Et puis toi, t'es beaucoup plus loin, quoi. Quand t'es en Europe, ça va. Quand t'es en Argentine, puis t'as le décalage horaire, hein. Franchement, ça joue pas mal aussi, je pense, hein, pour en revenir là, de 6-7 heures de décalage, t'as pas les mêmes journées, quoi. Les gens, c'est ça. Là, nous, on vient de passer, comme on vient de changer d'heure, là, on est passé à 5 heures de décalage. Ouais. Et déjà, tu le sens, quoi. Le bon plan, c'est d'avoir un job en France ou en Europe ou je sais pas aux États-Unis, au Canada, et avec le salaire européen ou américain, tu vois, vivre en Amérique latine. Ça, c'est sûr que t'es bon. Mais t'as le décalage horaire, quoi. Tu te fais des journées. Tu te lèves tôt. En décalé. Ouais, tu te lèves tôt. C'est ça, tu te lèves tôt. Mais après, c'est vrai que évidemment, plus personne t'embête. Si t'as une boîte en France et que tu travailles en Amérique latine, l'après-midi, tu peux être focus sur un truc à faire et personne t'embête. Ouais. Et du coup, je voulais voir avec toi, comment, justement, tu peux peut-être raconter ta vie de mélange de local et expat. Qu'est-ce que t'as comme côté local maintenant après 11 ans? Et puis, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te différencie des Argentins, voilà, comment c'est la vie d'expatrié, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pour projet, surtout quand tu reçois les taxes foncières et puis les impôts sur le revenu, de s'expatrier. Donc si tu pouvais montrer un peu les bons et les moins bons côtés de ta vie en Amérique latine et en Argentine plus particulièrement. Déjà, c'est pas la même vie que t'as quand tu débarques à 20 ans où t'es étudiante qu'après à 31 où ça fait 10 ans que t'es déjà sur place, quoi. C'est vrai qu'au début, tu fais énormément de rencontres, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui sont là temporairement, qui sont là pour 6 mois, qui sont là pour 1 an. Et donc là, je me suis fait des amis du monde entier, quoi, qui étaient un peu dans la même situation, qui débarquent. Et maintenant, tous ces gens qui sont là pour 6 mois, 1 an, je les côtoie beaucoup moins, quoi. Je vais pas vers eux, en tout cas, parce que sinon, t'as un pot de départ tous les 6 mois et après, t'es la seule, tu vois, à rester tu les vois plus, c'est ça. Au milieu de la salle, donc toi, tu restes, quoi. Tous les gens, après, ils partent, tu te fais des amitiés et puis ils partent. Donc, en fait, c'est vrai que maintenant, c'est plus une vie locale, quoi. Bon, après, j'ai un job là-bas, donc je travaille toute la journée. Enfin, c'est vraiment... Après, c'est devenu comme un quotidien en France, mais là-bas. Après, il y a plein de choses qui changent, tu vois. Bon, déjà, nous, à Toulouse, on a le quart d'heure toulousain. C'est-à-dire qu'on arrive toujours 15 minutes en retard, mais c'est acceptable. Là-bas, tu vois, t'arrives 1 ou 2 heures après, tu t'excuses même pas, quoi. Ah ouais, ok, ouais. C'est... Quart d'heure toulousain, ça je connaissais pas, mais elle est 1 ou 2 heures. Il y a pas ça en Alsace. Ah non, chez nous c'est à l'heure. Quand tu parles aux Alsaciens, je connais des gens, par exemple des avocats et tout, quand ils ont des affaires dans le sud, tu sais, ils ont des sortes de confrères, ils se passent ils disent c'est l'enfer. Pour nous, c'est l'enfer. C'est comme dans notre pays, quoi. Les gens, ils ont pas du tout les mêmes. Ah, chez nous, t'es tout le temps, enfin, ça se fait pas d'être en retard, hein, et les gens, ils sont normalement pas en retard, quoi. Alors que c'est vrai que dans le sud, nous un peu. Ouais. Et mon beau-frère, il est réunionnais, et c'est vrai qu'eux, ils ont déjà pas la même notion de, si tu veux que quelqu'un soit là à 17h, faut l'inviter plutôt vers 15h, quoi.
C'est Ouais, bah voilà, là, c'est un peu ça. de ce que j'ai Dis, bon, compris. t'invites à 20h, ils arrivent à 21h30, et toi, à 20h, t'es encore sous la douche, tu vois, parce que tu sais qu'ils vont pas arriver, les invités, quoi. Mais après, les gens, ils sont, je sais pas si plus cool, mais ils sont peut-être assez détendus, en tout cas. Et après, tout le monde se tutoie, etc. Mais par exemple, je sais pas, t'es perdu un peu dans la rue, tu vas voir je sais pas, un vieux, une vieille, et tu lui dis, ouais, c'est où la rue, tu sais, machin. Tu le tutoies, le truc qu'en France, tu ferais jamais de la vie, quoi. Et, mais ouais, c'est assez cool. Et après, ce qui m'avait un petit peu marqué quand je suis arrivée, je cherchais un logement, donc je visitais des chambres et tout. Et l'agent immobilier, quand il arrive, il te fait la bise, tu vois. Ouais, ok. Donc c'est plus détendu, quoi. Tu vois, tu fais genre un câlin ou tu fais la bise, tu sais, des gens que tu connais pas, quoi. Donc c'est assez rigolo. Ouais. Ouais. Ok. Et après, ouais, vie. Là, du coup, c'est plus vu que j'ai un boulot, je suis plus étudiante et tout ça, c'est retourné dans le quotidien. Après, Buenos Aires, c'est une grosse ville, c'est une capitale, une des plus grosses capitales latino-américaines. Et tu vois, on n'a pas beaucoup d'images en fait de l'Amérique latine. On a pas mal du Mexique, tu vois, les chapeaux, la tequila, mais mis à part ça, on connaît pas grand chose. Ou on connaît un peu les Indiens, les Mayas, les Incas, et en fait, l'Argentine, c'est assez différent. Ce qui m'avait marqué quand je suis arrivée, là c'est un peu changé, mais ce qui m'avait marqué quand je suis arrivée il y a 11 ans, dans la capitale de Buenos Aires, je me suis dit, mais les gens, ils sont tous blancs, tu vois, genre tous européens. Et tu vois, à Toulouse, c'est assez mélangé, quoi. Et du coup, ça m'avait un petit peu choqué que les gens soient blancs, alors qu'on n'imagine pas en Amérique latine, on pense que tout le monde est un peu indien et tout ça. En tout cas, à Buenos Aires, c'est ce qui m'avait marqué parce que ce sont des fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'immigrés, principalement italiens, espagnols, français, français basque, on va dire. Et puis il y a aussi immigration polonaise, Allemagne, mais ça c'est une autre histoire. Ouais, ça. Et donc voilà, il y avait et du coup ils sont à Buenos Aires, c'est très européen. Okay. Déjà. La capitale et tout ça, l'architecture, c'est des petits bouts de Paris, des petits bouts de Madrid, des petits bouts de Rome, tu vois. Et donc c'est une grosse ville. Ça bouge tout le temps, tu vois. Tu vas un mardi à 3h du matin dans une petite ruelle complètement paumée, tu auras du monde, quoi. Okay. Voilà, ça bouge énormément. Il y a 13 millions d'habitants, donc il y a des bars, mais partout. Il y a toujours du monde dans les parcs, Franchement, c'est à faire, quoi. Donc pour vivre, c'est cool. Après, c'est tellement grand que pour aller au boulot, tu mets 1 heure, quoi. Tu prends le train, le truc, mais franchement, ouais, c'est une bonne vie en Argentine. Et surtout si t'as un peu de dollars ou des euros. En ce moment, ça s'est un peu cassé la gueule, le pesos. Donc, t'as un change qui est super favorable. Donc, tu peux avoir une vie, tu vois, un moment... Enfin, clairement, j'aurais pas la même vie en France, quoi. T'as un niveau de vie qui est quand même autre, quoi. Je sais pas, tu peux manger dans un truc 5 étoiles, Palace et compagnie pour 20 à 30 balles par tête, quoi. Donc, c'est le truc que tu ferais jamais en France ou en Europe. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai quand même une belle vie parce que bon, moi j'ai la chance de gagner en dollars et en fait pour avoir une idée, donc là je bosse dans cette entreprise depuis 2018 et le dollar il était genre à 20 et là en ce moment le dollar il a plus de 200. Donc tu vois, en 4 ans. En fait, ton salaire il a été multiplié par 10 en pesos, quoi. Ouais, il a été multiplié par 10 en pesos. Ouais. Après, l'Argentine, c'est assez particulier parce que t'as 55% d'inflation par an. Ouais, donc, c'est assez rigolo. On parle beaucoup d'inflation. Là, quand je suis rentrée en France, on me dit oui, il y a l'inflation. Maintenant, on est presque à 4%. Et l'essence et tout. Ok, j'ai fait un plein. C'est vu que j'ai vu qu'il y avait, ça avait foiré, quoi. Il y avait un truc qui avait pas marché, là. Mais, ouais, nous, c'est,
C'est Par le quotidien, en exemple, fait. En fait, ta vie, elle est rythmée par, c'est aussi pour ça que, je voulais qu'on en parle un peu. Ouais, Ouais. t'agis pas du tout de la même façon quand tu sais que t'as une inflation comme ça, que t'as une monnaie qui est changeante à ce point-là. Ah ouais. Ça change tout. En fait, ça change. On a du mal à s'en rendre compte, surtout, les personnes qui ont moins de 40 ou 50 ans, de l'effet de l'inflation. Mais c'est vrai que ça change tout. Pour toi, Ouais, pour tout le monde, quoi. c'est Puis ça. surtout pour toi qui est, parce que je suppose que le niveau de vie, il est globalement stable. Enfin, depuis qu'il y a cette hyperinflation, ça fait quoi, 3 ans qu'il y a vraiment une Ah grosse non, inflation? non, non, il y en a toujours eu en Ah, fait. il y en a toujours eu. Moi, Ok. il y a 10 ans, il y avait déjà une énorme inflation, ouais, 40-50%, quoi. Ok. Euh, Tu vois, par exemple, les panneaux, je sais pas, une pizzeria où t'as un panneau qui te dit la pizza elle est à 16 pesos, c'est jamais imprimé les cartes du restaurant, par exemple. C'est Ah des ouais. étiquettes, c'est du crayon à papier, C'est, et tous les jours ils changent les chiffres. Tu vois, c'est incroyable. dans les boutiques et tout ça, t'as jamais les prix. Ah ouais. Euh, Hmm. et ça change tout le temps. Et quand il y a les prix, c'est crayon papier et tous les jours ils les changent, tu vois. Ouais. Ouais, Donc c'est incroyable. c'est assez Et du coup, impressionnant. Après, comment tu c'est des gères courses, et stock, comment les quoi. Argentins ils gèrent cette inflation? Parce que du coup, t'as aucun intérêt à épargner l'argent que tu gagnes, en fait. Non, eh ben voilà, c'est un peu ce que je te disais où il y avait du monde dans les rues tout le temps, parce qu'en fait, vu que ton argent demain il vaut rien, eh ben autant sortir, se prendre une bière, tu vois. Donc ils sont pas mal festifs, ils vont pas mal, je sais pas, au resto, ils sortent tous les trucs, c'est bondé tout le temps. Mais parce qu'en fait, ton argent demain il vaut rien, donc autant te le dépenser quoi. Ah, incroyable. Donc c'est un peu un autre mode de vie aussi. Ouais. Plus cigale que fourmi, quoi, tu vois, où vraiment Ouais. les gens Ils, ils vivent. ils pensent. Après, c'est pas tout le monde, hein, bien sûr. Ouais. Mais t'en as qui pensent, tu vois, comme c'est la mode un peu retraite anticipée, liberté financière et tout, t'as des gens qui pensent à ça, du Non, coup? Pas du non, tout, forcément, parce que en fait, non, pas du tout. euh, Quand je raconte un petit peu ce que je fais, tout ça, déjà en Argentine, t'as pas de crédit. ok, Vu que l'économie est très instable, t'as 55% d'inflation, tu sais pas, peut-être que l'année d'après, t'en auras 60, l'année d'après, enfin, Hmm. je sais pas, c'est vraiment tellement instable. Ta monnaie, elle perd 100% en 2 mois, enfin, c'est vraiment un truc tellement instable que les gens, tu vois, ils sont, enfin, ils sont quand même très entrepreneurs, je trouve, les Argentins. Ils entreprennent beaucoup, tu vois, ils ouvrent beaucoup de commerces, de trucs. Ils se lancent beaucoup. Parce qu'en Hmm. fait, il faut que tu te débrouilles. T'as 50% d'inflation. T'as un truc qui part en cacahuète tous les 2 ans. Faut que tu trouves ta petite sortie, quoi. Et je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. La crypto, c'est vachement à la mode en Argentine. Tu En fait, vois? c'est plus stable, c'est plus stable que Et c'est les plus euros, stable. Tu vois, tout le monde pas que flippe les quand le pesos. Bitcoin, le Bitcoin, il perd de l'aile et tout le monde dit, ouais, c'est passé à 30 000 Euh, dollars. Les Argentins, ils ouais, disent, mais attends, c'est bon, quoi. c'est C'est bon. rien du tout, ça. Donc, t'as une communauté de crypto. Ok. Ouais. Il y a, il y Il y a a beaucoup. Vitali, du coup, de Ethereum, là, qui est passé, il Hmm. y a 2-3 mois et, ils avaient mis les places en vente pour qu'il fasse, une interview, surprise, quoi. Le mec, il était en vacances et il a dit oui, ça m'intéresse de connaître la communauté. Ils ont ouvert les places. Je crois qu'en 8 minutes, ils avaient rempli les 600 places du stade, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment beaucoup d'intérêt, par contre, pour la crypto en Argentine. Et beaucoup d'entrepreneuriat. Mais voilà, après, il n'y a pas de crédit immobilier, tout ça, ça n'existe pas. Donc, Ouais. il n'y a pas C'est- tellement d'effet de levier. ouais, bien sûr. Et alors, deux questions. La première, c'est donc t'as dans les pays comme ça où la monnaie souvent elle est instable, il y a des transactions qui se font en dollars. Ouais, Qu'est-ce qui est en pesos, qu'est-ce qui est en dollars en gros? Est-ce que ouais. les prix sont toujours, par exemple ta pizza elle va toujours coûter je sais pas 4 dollars et du coup en fait ils font le change ou comment ça se passe en fait pour Ouais. Alors, tous les prix sont en pesos. Mhm. Et après, si toi tu convertis ce que valait une pizza il y a 10 ans et ce qu'elle vaut aujourd'hui en dollars, ça sera à peu près le même dollar.
D'accord. Si tu le convertis. Mais en fait, ils suivent l'inflation. Tu dis, il y a 50% d'inflation, bah, je sais pas, ta bouteille d'huile, elle vaudra 50% de plus, quoi. Ok. Alors que elle n'a pas été affectée par une augmentation des matières premières ou un truc comme ça. Enfin, mais ils se disent, ah, c'est bon, il y a 50% d'inflation, donc moi aussi, mon truc qui a rien à voir, tu vois, ma petite écharpe en crochet, bah, elle aussi, elle prend 50%, tu vois. Donc, tout le monde se prend 50%. Après, en dollars, tout le marché immobilier, c'est impossible d'acheter une propriété en pesos. Il te faut des dollars. Sauf que, ben, c'est super galère. Déjà, tu dois acheter tes dollars au marché noir. Parce que légalement, en ce moment, tu peux en acheter que 200 dollars par mois. Et déjà, pour mettre 200 dollars de côté par mois avec un salaire en pesos, c'est vraiment galère vu que ça change tout le temps. Donc, ouais. Après, faut le changer en début de mois, pas à la fin du mois, quoi. Ouais, déjà, c'est déjà pas le même prix, quoi. Déjà, c'est pas le même prix. Dès voilà, le premier, tu dois acheter, quoi. Ouais. Mais ouais, il y a toutes les transactions immobilières en dollars et après le reste de la vie en pesos. Après, quelques loyers aussi sont en dollars quand c'est des beaux trucs. D'accord. Parce qu'ils s'adressent à des expats qui ont pas mal de sous. Des belles maisons ou quoi, ou des beaux apparts dans un beau quartier, c'est peut-être 2 500 dollars. Et là, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est en dollars. Mais okay. C'est vraiment une niche, quoi. Et est-ce que les Argentins, donc tu peux retirer que 200 dollars, est-ce qu'ils convertissent leur, comment ça, par exemple, si tu veux épargner pour ta retraite, ils font ça? Je suppose, non? Comment? Ben, en fait, ta retraite, tout le monde dit, faut que tu te la fasses toi, parce que la retraite minimum là-bas, c'est l'équivalent de 150 €, et avec 150 €, tu paies même pas un loyer, tu vois. Donc, même si t'as travaillé toute ta vie, ta retraite, elle sera un peu pourrie. Donc, ouais, ils essaient d'acheter dans la pierre, mais encore, voilà, il faut quand même avoir des sous, un petit héritage ou... Ouais, vraiment pas facile, quoi. Ok. Et tes prix, par exemple, ton forfait téléphonique et tout, il change tous les mois? Ou quasiment, quoi. Ah ouais. Alors souvent, en fait, les forfaits téléphoniques, c'est assez rigolo parce que t'as toujours un mec qui t'appelle tous les 3 mois de la concurrence de ton forfait qui dit, le prix stagne pendant 6 mois et tu vas payer, je sais pas, 1000 pesos pendant 6 mois avec moi. Donc là, tu changes d'opérateur, tu le prends pendant 6 mois. Après, 3 mois après, il y a l'autre qui t'appelle et qui dit, bon, moi, pendant 6 mois, tu paieras à 1200, c'est bon. Et tu changes tout le temps d'opérateur. Ok. Parce que si tu restes avec le même, tu te retrouves à payer je sais pas combien, quoi. Ouais, d'accord. Et combien, au cours aujourd'hui du pesos, là, combien t'estimes qu'il faut pour vivre correctement? À 30 ans, voilà, faire quelques sorties, voyager 1-2 fois par an. Je pense que si t'as 600 € à peu près par mois, 700 déjà t'es bien. Okay. Entre 600 et 700 €, je dirais que t'es vraiment bien. En tout cas, tu peux te payer, je sais pas, un T2, être dans le centre ou un quartier résidentiel et puis faire toutes tes sorties. Les sorties, c'est pas très cher. Aussi, tous les services, c'est pas cher, tu vois. Je sais pas, le coiffeur, une coupe homme, je sais pas, ça vaut genre l'équivalent de 3 ou 4 € ici. Enfin, là-bas, en Argentine, du coup, tu vois, alors qu'en France, je sais pas, c'est 20-30 balles, je sais pas exactement, mais tout ce qui est service, c'est pas cher. Ouais. Les taxis, c'est pas cher, les femmes de ménage, c'est pas cher. Les taxis, c'est rien du tout. Les taxis, c'est, je sais pas, pour traverser toute la ville, peut-être, et la ville est énorme, je sais pas, 8 € pour vraiment dans les embouteillages et tout, quoi. Tu te fais des trajets de 3 € en taxi, ouais. Ok. Ouais, donc 700-800, ça va, ça reste correct. Donc si quelqu'un veut se lancer, parce que en fait j'ai eu récemment là, j'avais un joueur de poker au Cambodge et lui disait que bon, il avait une famille maintenant et qu'il lui fallait pas mal d'argent, quoi, dans les 4000, il disait pour sa famille 4000 € à peu près. Ah ouais. Pour ça, c'est parce que dans les 700-800 là, t'as une sorte d'assurance maladie ou un truc comme ça? Non, tu peux payer un truc sur place à 20 000 pesos, tu vois, je sais pas, 100 € par mois, un truc comme ça, c'est peut-être ça qui coûtera le plus cher. Mais après, tous les soins, il y en a beaucoup qui viennent en Argentine se faire soigner parce que déjà, ils ont des excellents médecins.
médecin ou personnel médical. Et je sais pas, tu vois, les dents en France, c'est super cher. Là-bas, tu te refais tout ce qui te coûte, je sais pas, 3 000 €, des couronnes et des trucs comme ça en France. Peut-être que là-bas, tu le fais à 400 $. Donc, finalement. En fait, t'es ta propre sécu, quoi. Tu peux être ta propre sécu. Ouais. Tu paies ta propre sécu. Ouais, c'est ça. L'autre jour, j'étais en vacances et je vois un mec qui, il avait tout le doigt cousu, là, un Américain. Et je lui dis, le pouce comme ça, c'était un peu dégueu. Je lui demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Et il me dit, ouais, en fait, j'ai voulu remettre la chaîne de ma moto. J'avais loué une moto. En gros, mon doigt, il est passé à travers. J'ai failli le perdre et tout. Puis je lui dis, t'as une assurance voyage ou quelque chose? Il me dit, ouais, j'ai une assurance. Mais en fait, pour tout, l'hôpital qu'on me recoue, les médicaments et tout, j'en ai eu pour 25 $. Il me dit, ok. Ouais. Donc, en fait, ça va, quoi. Ouais, c'est ça, on n'est pas, t'as des pays, aux États-Unis, ça coûte 10 fois ce que ça coûte en France, et puis t'as des pays où ça coûte 10 fois moins aussi. Mais après, en Argentine, si t'as un problème, tu peux aller à l'hôpital public, tu t'es soigné gratuitement. C'est pas comme dans les autres pays latino-américains. L'éducation et la santé, c'est gratuit en Argentine. Mais bon, souvent, tu prends quand même une mutuelle. Si t'as un peu d'argent, tu te prends une mutuelle et comme ça, t'es vraiment tranquille, quoi. Tu peux choisir ta clinique, tu peux choisir tes médecins. Tu peux choisir, Ok, bah cool. Bah du coup, sur l'Argentine, et qu'est-ce qui te manque de la France? Alors, les bonbons Haribo, ça c'est la base. Ce qui me manque beaucoup. Non, c'est sûr, la famille, les amis, des trucs. Parfois, je me dis, parfois c'est plus facile en France, même si on pense que c'est super bureaucratique. Parfois, c'est plus facile en France, des démarches, des choses comme ça. Mais franchement, ça va. T'as pas encore le mal du pays, pas trop. J'ai pas trop le blues. Et puis j'arrive à rentrer là, comme en ce moment en vacances, au moins une fois par an, 3 semaines. Et voilà, là, je fais un concentré de famille, amis. Concentré de fraises tagada et de. Ouais. C'est ça. Toute la langue de chat qui pique, les trucs comme ça, c'est trop bon. Et le dernier point que je voulais voir avec toi sur l'Argentine, c'était le marché immobilier. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu je sais pas, la tension, l'évolution des prix, c'est simple de se loger, des choses comme ça? Ouais. Alors c'est un peu particulier parce que déjà pour te loger, tu dois hypothéquer une maison. C'est-à-dire toi tu veux je sais pas louer ton truc tu veux louer je sais pas ton T2 à 300 € l'équivalent. Le propriétaire te demande que une personne de ta famille ou une personne de confiance hypothèque son bien, je sais pas, à 80 000 ou 100 000 $, au cas où si tu paies pas le loyer. Donc déjà, il faut trouver quelqu'un qui veut bien hypothéquer sa maison, tu vois. Des trucs plus simples en France, voilà. Ouais. Nous, on demande deux mois de garantie. Voilà, mais t'imagines, tu dois quand même hypothéquer ta maison. Donc moi, tu vois, la famille de mon copain, elle a dû hypothéquer son entreprise pour qu'on paie un loyer à 250 balles. Donc c'est assez particulier. Et encore au début, ils voulaient même pas le prendre parce que l'entreprise, elle était à 200 mètres de la capitale, tu vois, elle était en banlieue et elle était pas dans la capitale. Ils disaient non, on veut un bien dans la capitale qui soit hypothéqué. Tu passes chez le notaire et tout. Enfin, pour un loyer, quoi. Donc c'est un peu particulier. Et il y a une solution alternative. Si tu connais personne qui a une maison, comment tu te loges? Tu cherches jusqu'à quelqu'un accepte sans cette condition, quoi. Ok. Donc tu te retrouves un peu dans des trucs pourris, mais. Si tu veux un truc bien, c'est ça. Hypothéquer. Hypothéquer tu dois hypothéquer la maison d'un proche pour louer ton petit truc, quoi. Et en ce moment, c'est super difficile de louer. Il y a rien à la location. Parce qu'en fait, en ce moment, tout est en vente. Tu vas dans n'importe quelle rue, tu lèves la tête, t'as des panneaux à vendre partout. Tout le monde veut se barrer. Et rien ne se vend parce qu'en fait, tu dois payer cash. Tu dois payer cash et en liquide. Et en fait, genre t'arrives avec ta mallette de billets là ou ta valise, tu vois, comme dans les films. En plus, c'est en dollars, donc le plus gros billet c'est 100 $. Donc t'imagines, t'achètes un truc à 80 000 $, bah je te fais faire le calcul, ça te fait quand même beaucoup de billets.
Donc t'arrives en mode mafieux là avec ta mallette de billets en cash et même le notaire tu le paies en cash et le mec il certifie que tu fais un truc illégal quoi de payer en cash quoi mais il certifie ton truc illégal quoi. Donc c'est voilà. vrai qu'on n'est plus habitué au cash, hein, mais il y a encore pas mal de pays. J'étais au Japon. Au Japon, tu dois payer plein de trucs en cash. J'ai un pote là qui achète un appart en Bulgarie. Il m'a dit il a dû payer un quart. Il a négocié pour payer que un quart en cash. Ouais. Mais des trucs comme ça, quoi. T'as pas mal de pays où c'est encore là, quoi. C'est clair que... Ouais. C'est en cash. Et tu connais un mec qui s'appelle Mr Beast sur YouTube? Ça te parle? Non. C'est un des plus... Non. Bah, c'est un gros YouTuber. Il a genre 80 millions d'abonnés. Et il distribue de l'argent. Mr Beast, il s'appelle. Tu peux regarder, c'est assez drôle. il offre en fait tout l'argent qu'il a de YouTube, il le donne quasiment. Et il donne des paquets de dollars, mais des trucs à un moment, il a 2 caméramans, il leur donne 2 sacs de sport avec $50,000 et il leur dit, ouais, celui qui a le dernier qui lâche, en gros, je lui donne les $50,000. Et tu vois, c'est lourd, quoi. C'est vraiment des grosses quantités de billets. Bah oui, c'est clair. Nous, avec les 500 €, t'as 3 billets déjà. C'est ton salaire, tu vois. Ouais, c'est ça, t'es là. Tu touches. C'est clair. Ok. Mais du coup, donc il y a plein de trucs à vendre. Donc le marché, pas de location, beaucoup de ventes. Beaucoup de ventes et tous les gens ils veulent pas mettre en location parce qu'en fait les achats c'est en dollars. Tu vois, un bien immobilier tu l'achètes toujours en dollars et tes loyers sont en pesos. Et maintenant le peso il vaut rien. Donc ils disent c'est même pas la peine que je me prenne la tête avec un locataire parce que ça va me rapporter 100 balles sur mon bien qui vaut 150 000 €, enfin 150 000 $, ça sert à rien, tu vois. Et en plus, il faut le mec qui va pas payer, il va tout me casser, je le mets même pas en location et j'essaie de le vendre. Et en fait, tu vois, les ventes, normalement, la moyenne d'une vente, donc c'est pas quand même aussi tendu qu'en France, le marché, la moyenne d'une vente, avant c'était 1 an et en ce moment c'est 4 ans la moyenne d'une vente. Ah ouais. Donc et tous les 6 mois, ils baissent les prix, du coup. Ouais. Et t'as beaucoup de biens qui sont en vente longtemps, quoi, donc vides. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Donc pour se loger, si t'as pas $150,000 dans la mallette, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Bon, sinon tu te trouves, je sais pas, une auberge de jeunesse, un truc comme ça. Ouais. Ok. Super. Et ben maintenant, on va en venir à ta vie d'investisseuse. Après 32 minutes de podcast. Et encore, on s'est appelé pendant presque 1 heure avant de commencer le podcast. Donc, c'est super. J'ai bien envie d'avoir ton avis parce que tu multiplies les contraintes. Donc, t'es investisseuse en France, on va le voir. Ouais. Je le sais à quel point. Même si j'ai toujours eu des financements des banques françaises, quand t'es pas résident fiscal français, c'est compliqué. Alors que je suis en Europe. Donc, comment t'as pu faire tes investissements, voilà, les financements, la gestion, combien t'as de biens, voilà. Okay. Raconte-nous un peu ta vie d'investisseuse. Ouais, bah déjà, ça a commencé en 2018 et en fait, ou 2017, et j'avais tellement de boulot, j'étais tellement fatiguée que je me dis, putain, c'est ça la vie, tu vois, de travailler autant et tout ça. En plus, quand t'es Amérique latine, tu gagnes pas non plus des 100 et des 1000, donc je me dis, où est-ce que ça va tout ça? Et un truc un peu con et superficiel, mais j'ai écrit sur Google comment être rentier. Tu vois. T'es pas la première invitée du podcast qui me raconte ça. Comment gagner de l'argent. Non, évidemment, je me dis bon, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je le fais. Dites-moi. Et en fait, je tombais sur des blogs, des trucs, des gens qui sont un peu connus, quoi, qui vendent des formations, des trucs comme ça. Mais je me suis dit c'est quoi la base? Et déjà j'ai vu la base. Quand même, des gens qui ont un peu de thunes, c'est l'immobilier. Je me suis dit, bon, ça, c'est pas mal. Moi, je voulais toujours économiser. Je me suis dit, j'achèterais un truc cash. J'ai économisé à fond. Et après, je commençais à voir sur les blogs du genre, c'est pas du tout le truc à faire. T'as l'effet de levier et tout. Donc, je me suis dit, bon, intéressant. Donc, j'ai commencé à suivre, lire pas mal, suivre des vidéos, des trucs comme ça.
c'est un peu bateau, mais et finalement, enfin, genre les vidéos d'Ian Darwin, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, lui, il avait interviewé un mec qui disait qu'il avait eu genre 32 refus à la banque. Et finalement, bah, il suffit d'avoir un seul oui, donc bah, le 33e ou un truc comme ça, et ben c'est bon, il avait eu son prêt et ça suffisait, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, c'est tout, faut insister, quoi. Donc, et ce mec, j'ai commencé à le suivre et j'ai vu qu'il avait monté une société d'investissement clé en main. Et je commençais un petit peu à le suivre et je me suis dit, ça a l'air carré son histoire. Et la boîte, elle venait d'être créée. Mais comme je le suivais déjà un peu avant, ce mec, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et du coup, j'ai contacté et il m'a mis en relation avec un chasseur IMO, tu vois, sur Toulouse. Et je lui ai dit, bah voilà, je vais acheter un bien. Je suis en Argentine, tout ça, donc moi, je peux pas visiter. Faut que tu me trouves un truc et il faut que je puisse acheter à distance. Et puis voilà, tu seras mes yeux, mes mains, tout quoi. Mon portefeuille. Donc j'ai donné vraiment 100% confiance, alors que je connaissais pas trop, quoi. Mais c'était un truc d'investissement clé en main, donc je me dis, bah, déjà, il va voir ce que c'est un truc rentable. Bon, voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et donc, j'ai commencé à acheter le premier, comme ça. Et en fait, pour le financement, je suis allée voir un courtier. J'étais de passage sur Toulouse et je suis allée voir un courtier là dans le centre de Toulouse qui avait déjà été en contact avec des gens de ma famille qui avaient eu le crédit et tout comme ça. Donc je me suis dit, bon, je vais le voir à lui. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un CDI, je gagne en dollars, c'est pas ouf pour la France, mais j'ai toujours mis de côté et genre j'avais 20 ou 30 000 euros de côté. Donc voilà. Et j'ai jamais été à découvert, tu vois, j'ai des comptes nickel. Après, voilà, je gagne pas énormément, mais j'ai des comptes propres, quoi. Et j'avais un espèce de vieux PEL, tu vois, genre à HSBC. HSBC, il m'avait dit, non, c'est mort, il faut que tu mettes au moins 40% d'apport. Enfin, voilà, ils m'ont dégagé, quoi. Donc, le courtier, il m'a dit, je sais, je vais appeler une banque et je vais lui expliquer ton cas. Et du coup, il appelle, il dit oui, c'est une petite jeune. Voilà, je sais plus, je l'avais peut-être 30 000. Il dit, il a 30 000 sur un PEL. On te passe le PEL chez toi si tu la prends pour son crédit. Elle met tous ses comptes chez toi et tout ça. Et en fait, c'était le directeur d'agence directement qui l'avait appelé. Et il a dit, bon, ben ok, je la reçois. Moi, je partais le lendemain ou un truc comme ça. La banque allait fermer, donc je suis allée dans le bureau genre du directeur d'agence et il m'a dit c'est bon, on ouvre un compte, après on fait la demande de crédit, machin. Et en fait, il m'a fait confiance et voilà, il avait vu mon copain qui était argentin, il aimait bien le football, tu vois, il a dit ah ouais, c'est bien l'Argentine et tout. Je pense qu'il avait aucune idée de que le pays était en 4 morceaux au niveau économique, tu vois. Il a dit ouais, c'est pas mal. Bon, elle est sympa. Elle a pas l'air de faire trop d'histoire, quoi, tu vois. Donc en fait, ils m'ont accordé le crédit. Ok. Ouais, grâce au courtier en fait, qui m'a mis en relation directement avec ce directeur d'agence. Comme quoi c'est possible. Et tu peux nous dire un peu les chiffres, combien t'as payé, combien ça se loue, combien t'as mis d'apport. Oui. Alors, combien coûte le prestataire clé en main. En général, je trouve que c'est assez raisonnable. Enfin, par rapport à un agent immobilier. Vas-y, je t'écoute. Alors j'ai signé fin 2018 et l'acte de vente, l'acte authentique début 2019, donc c'est déjà pas les mêmes prix que maintenant, tu vois. Et c'était l'appart à 73 500 à Toulouse. Pas dans le centre-ville, mais un quartier résidentiel, dans une résidence sécurisée avec piscine, espace vert, un truc assez mignon, quoi. Les frais d'agence, c'était 5800, un truc comme ça, que j'ai inclus dans le crédit. Le courtier, c'était genre 800 ou 1000 balles, à peu près. Après, il y a eu un peu de travaux, mais c'était peinture, cuisine et ameublement. Et en fait, j'ai tout fait rentrer dans le crédit. J'ai mis 1500 euros d'apport. Ok. Ce que tu appelles les frais d'agence, c'était les frais du clé en main, du prestataire. Oui. Ouais. Oui. Okay. Oui. Ouais, donc c'est pas, je trouve que c'est pas très cher par rapport au service qu'ils fournissent, c'est vrai. Ouais, c'était 5800, je crois. Et après, voilà, le courtier. Et franchement,
franchement bien parce Et que c'est quoi comme appartement? Studio T1, c'est un T2? T2. Non, T2. T2, T2. genre 40 mètres carrés. Ok. Et combien ça se loue? Et là, je le loue 680. Charge comprise. Ouais. Donc, J'ai avec 50 euros de charge. le pisciniste du Sud. Ouais. Ouais, mais du coup, pas mal. Et je me suis dit, Ouais. bon, mais c'est génial, tu vois, tout sauté. Ouais, bah ouais, parce que là, tu vois, t'as plus de 600 euros, et puis tu dois rembourser même pas 400 euros, quoi, je suppose. 400, Ouais, je suis à 400. 450, je crois, un truc comme Ouais, ça, parce que avec du les coup, j'avais travaux et tout. mis les petits travaux, j'avais tout placé dedans, j'ai mis 1500 euros d'apport, tu vois, c'est un peu, Ouais. c'est un petit peu de sous, quoi. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, mais le jour où j'ai signé, tout allait bien, j'ai rappelé le chasseur, j'ai dit, tu peux pas m'en trouver un autre? Il dit, tu viens de signer. Ouais, mais je vois que ça va bien marcher, cette histoire. Et donc, il m'a retrouvé un autre à 500 mètres dans la résidence d'à côté, 70 000 euros, et donc à peu près les mêmes prestations, le même loyer, même tout, quoi. Trop bien. Donc, ouais, ça c'était super cool. Et la banque aussi m'a suivi. Je suis repassée quand même par le courtier. J'ai pas fait direct agence, parce que je voyais qu'il se connaissait bien, qu'il allait bien gérer le truc, et puis finalement... Tu vois, même si c'est 1000 euros, dans le crédit sur 20 ans, tu le sens même pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et l'important, c'est d'avoir le crédit, quoi. Donc, les frais de, c'est exactement ça. Pour faire ma petite pub, j'ai sorti un petit livre il y a moins d'une semaine, là, débuter dans l'investissement locatif, et j'en parle de qu'est-ce qu'il faut négocier ou non à la banque. Et c'est vrai que ce qu'on veut, c'est l'argent. Moi, mes emprunts, je paye quasiment tout le temps au moins 700 euros dans ma banque de frais bancaires. Mais bon, moi, je veux l'argent. Hein. S'ils me disaient 1000, eh ben, je paierais 1000, hein, franchement. Quand t'as le projet qui tourne. Pareil, j'ai jamais négocié ça. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui se négocient, il y en a d'autres qui se négocient pas. Mais ce qu'on veut, c'est l'argent. Donne-moi l'argent. Voilà. C'est ça. On veut l'argent et c'est tout. Lisez quand même l'offre de prêt, mais bon, ce qu'on veut, c'est l'argent. Ouais. C'est clair. Non, mais c'est clair. Par exemple, l'assurance P&O, c'est pas forcément la moins chère dans la banque. Mais j'ai pris les assurances partout chez eux. Tu vois, s'ils veulent que je prenne une assurance du téléphone, je le prendrai, tu vois. Ils doivent faire aussi leur petit contrat, les chiffres. Bien sûr. Puis c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Surtout quand t'as trouvé un banquier ou un courtier de confiance qui te donne de l'argent. Ok. Ouais. Et donc ça, c'était t'es allé assez vite, hein, vu la distance. Ça, c'était en 2019. Début 2019, c'était le premier, et à la même date, février 2020, j'avais le deuxième. Ok. Ça a un petit peu traîné parce que, en fait, pour avoir une assurance de prêt, vu que j'étais expat, la banque le faisait plus. Et je crois que c'est un courtier d'assurance d'Alsace, justement, qui nous a trouvé, voilà, qui a résolu le truc, quoi. Voilà. Lui, il avait pas le quart d'heure toulousain, lui. Tu l'as appelé. Il a vite fait trouver, là. Mais je crois, mes banques en Alsace, il y en a beaucoup qui ont le quart d'heure, c'est même pas le quart d'heure toulousain, c'est le mois toulousain, quoi. Ok. Donc, le plus dur, c'était l'assurance, finalement. Ah ouais. Bizarre. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Et ouais, ils veulent pas assurer, tu vois. L'Amérique latine, il y a des armes, de la cocaïne et tout ça, hein. C'est pour ça, hein. Les gens. Ouais, mais ça, c'est plus du Nord. On a je sais. Quand même. Ouais. Et ok, maintenant t'en es où? Parce que bon, si t'avais que deux biens, tu passerais pas sur le podcast, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Il y a un ticket d'entrée. Après, j'ai profité du confinement, et je commençais sur mon canapé à regarder les offres, le Bon Coin et tout. Et là, je vois un bien, un T3, genre dans une ville de 10 000 habitants, une demi-heure de Toulouse. Et vraiment charmante, c'est nous on a de la petite briquette rouge, enfin rose, rouge. Et c'était super beau, mais c'était genre un T3, 56 mètres carrés, 75 000 euros publié. Et là, j'ai harcelé mes parents en disant est-ce que vous pouvez aller le voir, tu vois. Donc en plein Covid, confinement, il y avait des jours où on pouvait, il y a des jours où on pouvait pas, je sais pas. Et ils sont allés, ils m'ont envoyé une vidéo, j'ai dit ok, je prends. Et donc je me suis dit c'est bon, il y a une personne qui l'a vu, ça suffit, moi j'ai pas besoin de le voir. En fait, tous mes biens, je les ai pas vus avant de les acheter. Souvent, je les ai vus après, tu vois. Ok. Je les ai vus après, et je me dis bon, ben au pire j'ai une mauvaise surprise, mais si t'enchaînes, tu vois, si t'as une mauvaise surprise sur
plein de biens, ben c'est pas grave, tu vois. Et puis c'est le jeu, je suis pas là, donc tant pis quoi. Donc ouais, mes parents ils ont envoyé la vidéo, j'ai dit c'est bon, je prends. Donc là j'ai mis pas mal d'apports parce que je me suis dit, en fait je savais pas si ça continuait de passer. Bien que j'étais pas tellement endettée, tu vois, mais j'ai pas un super salaire pour la France. C'est ça le problème. Le truc qui leur plaisait bien, c'est que je mets 100% de mon salaire de côté. Même si c'est pas un salaire de fou, tous les mois j'économise 100% de mon salaire et en fait je vis avec, on vit avec les pesos qui servent à rien, tu vois, de mon copain. Vu qu'il faut les dépenser, ben on dépense ça et du coup mes dollars je les mets de côté. Et ça a bien plu, donc j'ai mis au moins, je sais plus si 20 ou 24 000 euros d'apport quoi. Sur un truc à 71 000, j'ai négocié. Donc ça me faisait un crédit à, je sais pas, 55 000. Ça me faisait des mensualités de 250 euros par mois, même pas, 240. Et là, j'ai mis le loyer à 640. J'ai fait un meublé, mais très joli, etc. Je l'ai monté un peu en gamme, j'ai refait la cuisine. Et donc là, je l'ai loué depuis. C'est le seul bien que je gère en direct à 13 000 km. J'envoie de temps en temps des petits mails aux locataires. Et puis, voilà. Mais lui, il a pas d'histoire, donc ça se gère tout seul. Et t'as trouvé facilement un locataire dans une ville de 10 000 habitants? Comment? T'as trouvé facilement un locataire dans une ville de 10 000 habitants? Ouais, franchement, ouais. J'ai mis l'annonce j'avais dit toutes les visites sont le samedi parce que du coup, comme moi j'étais pas là, il y a quelqu'un qui est allé à ma place et je voulais pas la faire aller 1000 fois, donc je dis les journées, les visites, c'est 7 journées et c'est tout. Et j'ai eu 5 visites et 2 dossiers et j'en ai pris un. Donc franchement, c'était propre quoi. Super. Comme quoi il y a de la demande dans les villes c'est pas la peine d'aller que dans les grosses villes. Enfin, il y a des locataires, il y en a un peu partout. Hein, forcément. Franchement, 10 000 habitants. En plus, j'ai vu que la ville, il y a quelques années, elle en avait 5 000, maintenant elle en avait 10 000. Il y a un espèce de pôle industriel à l'entrée. Il y avait McDo, il y a Action. Et je me suis dit, si eux, ils ont fait l'étude de marché, c'est bon, c'est que ça marche, quoi. Ils ont payé pour nous, quoi. Ouais. Donc, ouais, là, et donc là, c'est bien. Ça me faisait peut-être 300 charges bénévoles. Donc, il y avait rien. Il y avait une ampoule, tu vois, genre 10 euros par an, quoi. Et donc là, je me suis dit, ça me fait au moins 300 euros de cash flow, on va dire, par mois, vu que les 2 premiers biens s'autofinançaient avec, je sais pas, 50 euros de cash flow, parce que il y a quand même pas mal de charges quand t'as des jolis copro sécurisés et tout ça, ouais. Plus les taxes foncières. Je vais faire un truc. Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, je vais faire un 4e, toujours dans le sud, et là, je me suis tournée vers Béziers, en fait, et j'ai redemandé à l'investissement clé en main. Voilà, au moins la personne elle pouvait visiter, m'envoyer des vidéos, j'embêtais personne et ils se prenaient une commission et puis me trouvaient un truc rentable. Donc ils m'ont trouvé un studio 30 mètres carrés à Béziers, à côté de la gare, et en tout ça m'a fait, avec les frais de notaire, les frais de cette agence clé en main et tout, ça m'a fait genre 40 000 euros. Ouais, c'est pas cher. Ouais, vraiment pas cher et je le loue plus de 400, je loue 450 avec les charges. Ok. Donc c'est joli. J'ai mis aussi un peu d'apport parce qu'en fait, je me suis dit ça sert à rien que l'argent il dorme, au moins on le plaçait à 10%. Comme j'arrive à mettre de côté, en fait, je me suis dit c'est bon cet apport, je m'en renfloue en 6 mois quoi. Donc autant mettre un peu d'apport et j'ai genre 138 euros je crois de crédit pour 450 de loyer. Donc là c'était joli et comme ça la banque, comme j'ai pas un super salaire à la base pour la France, comme ça la banque aussi elle voit qu'en fait j'ai augmenté mes revenus, même si je suis endettée, j'ai quand même plus de revenus qu'il y a 2 ans ou 3 ans via les loyers quoi. Et donc je me suis dit je sais pas si ça passait encore trop pour la banque et je me suis dit bon ben j'achète je voulais un viager mais libre, c'est-à-dire que en fait tu touches le loyer, il n'y a pas une personne qui doit mourir et puis après t'as le bien quoi. C'est juste tu paies au vendeur ou la vendeuse, tu paies tous les mois et en fait c'est comme si tu faisais crédit, donc t'as plus besoin de la banque
Et si tu as un locataire dedans, tu peux y vivre ou avoir un locataire. Et si tu as un locataire, tu récupères les loyers. Donc en fait, je me suis dit c'est une petite alternative à la banque parce que voilà, t'as pas besoin de demander de crédit, t'as ton loyer et t'as ta rente que tu dois donner à ton vendeur, à ton crédit rentier du coup ça s'appelle. Et c'est un Jusqu'à son pré-vendeur, décès. ça je me suis dit c'est pas mal. Ouais. Et ça pour ceux qui ont pas des situations top, soit qui sont à l'étranger, tout ça, c'est pas mal parce que t'as quand même ton financement et tu dépends plus d'une banque. Et c'est un financement privé, quoi. D'accord. Et c'est facile et ça va être assez rare à trouver, non? Ouais. J'avoue que j'ai bien cherché. Il y a un site de viager qui s'appelle René Coste. C'est là où il y a la plupart des annonces. Et dis-toi que par exemple les loyers, les viagers occupés, donc c'est là quand il y a la personne qui vit dedans, le vendeur qui vit dedans et qui doit mourir pour que tu récupères le bien en gros. Ça représente 90 ou 95% du marché. Ouais, c'est ça. Les viagers libres, il y a pas grand chose quoi, c'est 5 à 10%. Et moi j'ai choisi un truc à terme, c'est-à-dire que l'échéance elle est connue à la base. Moi je paie pendant 12 ans à la personne, qu'elle meure ou pas. Par exemple, si elle meurt, je continue à payer à ses héritiers, le vendeur. D'accord. Et voilà, c'est 12 ans. Quoi qu'il se passe, je paie pendant 12 ans. Donc ça enlève aussi un peu les aléas du viager. Et en fait, j'ai eu pas mal d'histoires sur ça. Et donc là, ça fait presque 1 an que ça traîne. Normalement, là, je signe le mois prochain. Le crédit vendeur, lui, il a plus le temps, lui. C'est un vieux. Ouais, non, mais ça va. Et puis, elle, de toute façon, c'est 12 ans qu'elle aura de rente. Et du coup, je me suis dit, j'en fais un autre au milieu parce que ça traîne tellement. Tant qu'il y a un peu de sous sur le compte, je me suis dit, comme ça, il voit qu'il y a des sous. Et donc, je voulais absolument faire passer une vente avant de payer le bouquet du viager. Comme ça, il voyait que j'avais un peu de sous. Et là, j'ai acheté un T2 à Narbonne, en fait, donc dans le sud aussi. Un T2 60 000 euros. J'ai mis volontairement 10 000 euros d'apport pour justement montrer que j'augmente mes revenus et que j'ai un tout petit crédit de rien du tout, tu vois, c'est genre 250 euros par mois ou 260. Et là, j'aurai un loyer, normalement, j'ai fini cette semaine la mise en meublé. Et j'aurai un loyer de 460, quelque chose comme ça. Super. Voilà, en fait, c'est pas, là, alors c'est pas du tout la même zone que moi, mais souvent, en fait, les rentas, tu les trouves parce que, en fait, je sais pas si t'as suivi, mais avec Michel, mon associé, on a 8 membres, là, on appelle ça le Club Invest, et on les aide à investir. Et c'est vrai que moi, je dis toujours, les rentas, c'est sur les biens pas chers. Il y a pas de, et où que tu sois en France, c'est comme ça, parce qu'en fait, les loyers, ils sont plus ou moins fixes. Et au-dessus de, même j'avais fait une interview avec un agent immobilier parisien, au-dessus de 140, 150, t'arrives plus à trouver de la renta, même à Paris et en province, souvent déjà à 100, 110, 120, c'est vraiment les limites quoi. Et en fait, les chiffres que tu donnes, ça le prouve tout à fait. Faut acheter des biens pas chers, faut acheter des biens pas chers dans des endroits qui craignent pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça c'est ça le critère. Et la demande, c'est le 3e point, quoi. Faut qu'il y ait de la demande, mais le principal, c'est que ça craint pas, parce que pas que t'aies la flemme d'y aller, ou que les gens qui habitent, ce soit pas les meilleurs profits. Okay. C'est ça, voilà. Ça soit pas un loyer payé par la CAF, quoi. Ouais, c'est ça. On évite, en général. Et, ouais, super intéressant. Et du coup, pour en revenir à ton viager, là, parce que c'est vrai que c'est assez atypique, je suppose que t'as fait les calculs, par exemple, vu que forcément, il a un coût, cette non-incertitude et que tu puisses l'utiliser, tu sais combien tu payes, par exemple, combien tu vas payer en 12 ans, je sais pas si le bien il vaut 50, tu vas payer 60 000 ou un truc comme ça, c'est quel ordre de grandeur? J'ai remarqué que quand même les annonces étaient un tout petit peu plus au-dessus du prix du marché. Okay. Même si les agents immobiliers disent que pas du tout, c'est exactement le prix du marché. Moi, je trouvais quand même qu'au prix du mètre carré, etc., c'était quand même un petit peu au-dessus.
Après, je me dis c'est le prix de pas passer par la banque quand t'es un bien peu sûr. bloqué ou quand t'as un profil qui correspond plus ou t'es trop endetté ou quoi. Du coup, moi ça va me coûter, je mets 20 000 de bouquet. Donc le bouquet Donc le c'est bouquet, comme un c'est... apport quoi, Mhm. que tu verses directement au vendeur. Et après j'ai une rente tous les mois pendant 12 ans de 470 euros. Et le loyer, il est un peu plus de 600. Donc, en fait, ça D'accord. va s'autofinancer. Mais je suis que sur 12 ans. Donc, je me dis, dans Mhm. 12 ans, je finis de payer ça. C'est pas un truc que je veux garder. Et peut-être que soit je le revends aussi comme une vente à terme. C'est-à-dire que tous les mois, on me file, je sais pas, 500 euros et ils payent le bien, quoi. Ok. Euh, ça peut être... Et c'est un bien donc, qui était évalué à combien par l'argent? Et combien tu l'évaluerais ou... Ouais, il était en tout ça fait 90 000 parce que t'as les frais d'agence qui sont presque à 8 000, etc. Moi, je pense que il est peut-être 5 ou 10 000 euros dessus. Ok. Mais en même temps, c'est une ville où il y a pas énormément de biens à vendre. Il y a quand même une demande locative forte, donc t'as quand même une bonne renta. Pas ouf, mais tu peux quand même aussi. Mhm. Ça fait longtemps que le locataire est dans les lieux. Ah, il est déjà là, ok. Ouais, il est déjà là depuis genre 8 ans. Il a genre 70 ans, donc en fait, il va rester là jusqu'à qu'ils peuvent plus, quoi. D'accord. Et donc, je me dis, si ce monsieur, que je lui souhaite une très longue vie, reste dans les lieux, voilà, la rente va se payer toute seule Mhm. avec son loyer. Et au bout de 12 ans, je revends et ça me fera, voilà, 80 000 euros, quoi. C'est ça. C'est plutôt pour le business que pour la renta où j'ai d'autres biens à Mhm. 10% ou un peu plus. Là, c'était vraiment l'occasion de pas faire un prêt à la banque et d'avoir quand même de capitaliser, quoi. Mhm. Non, mais super, super. Parce qu'en fait, pourquoi on cherche des biens rentables? Bon, déjà parce que ça rapporte plus d'argent, mais c'est aussi pour Ouais. pouvoir enchaîner et pour que Mhm. la banque elle soit contente. C'est vrai qu'à la limite, ce truc tu pourrais presque le faire à l'infini, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. tu poses 20 000 et dans 12 ans ça vaut 80 000. En gros, c'est ça Voilà, ben c'est le ça, calcul. exactement ça, exactement. Ouais, Donc, c'est ma réflexion. Je me dis, donc, j'achète avec 20 000, j'achète 80, tu vois, ou 90. ouais, Enfin, ouais, je sais pas dans combien 12 ça ans. se vendra dans 10 ans, quoi. Ouais. Et Même si ça se vend même si 60, je le vends moins cher, bah voilà, voilà. voilà, Ouais. pareil. Ça ne T'auras fera fait pas de fois peine, 3, quoi. quoi. Ouais. Et en plus, le locataire, bah, il s'autogère. Je pense qu'il est là depuis longtemps. Voilà, il connaît les biens, Ouais, il connaît le truc. Et ouais, c'est c'est clair. quoi, par exemple, les taxes foncières, c'est pour toi, c'est pour le vendeur, le crédit vendeur? C'est pour toi. Ça sera pour moi, quoi. Ok. Lui, Là, le en fait, crédit. c'est comme une vente classique. C'est comme D'accord. une vente classique, ouais. Ok. C'est-à-dire que le locataire paie ses charges de copro, toi t'en paies toujours aussi une partie, et la taxe foncière, c'est aussi pour celui qui l'achète. Ok. Ok, super. Très, très, très intéressant. Là, c'est un Et la grand appart, suite? Ça, c'est 90 un mètres go. carrés, là, celui-là. Ok. Bah Et voilà, pour la ton... suite, du coup, donc là, ça sera donc le 6e. Et le 7e, je vais l'acheter à Buenos Aires parce que vu que le marché il y a beaucoup de biens en vente, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a beaucoup de biens en vente et il y a pas d'acheteurs parce qu'il faut arriver avec ta mallette de cash comme dans les films. Et ben du coup, j'ai trouvé un petit truc dans le centre, 30 mètres carrés pour 39 900 $, enfin moins de 40 000 $, donc ça va faire quoi, 36 000 euros, 36 000 euros, quelque chose comme ça. Ça a un peu changé là les taux, mais en gros c'est ça. Et là, soit je le passe en courte durée, Airbnb. Tu peux louer, je sais pas, 30 euros la nuit parce qu'en ce moment, avec le Covid, il y avait plus de touristes et tout ça. Là, ça repart. Mhm. Et puis sinon, je pensais à un étudiant international, tu vois, ou quelqu'un qui fait un stage pendant 6 mois, vu que en fait, ils peuvent pas louer parce qu'il faut hypothéquer un bien. Ouais, voilà. Du coup, ils galèrent à trouver un petit appart, quelque chose. Il y a très peu de meublé en Argentine, il n'y a pas de meublé. Donc je vais le meubler, je vais faire un peu de travaux, je vais le meubler. Et du coup, je vais essayer d'avoir une petite rente comme ça en dollars ou en euros. Un étudiant international, au moins que ça s'autofinance. Et c'est tellement pas cher en ce moment que je sais que je le revendrai
plus cher dans quelques années, quoi. C'est vraiment l'occasion du marché en ce moment. C'est vraiment intéressant d'acheter en Argentine, quoi. Si t'as un peu de cash. Ouais. Et une belle valise qui ferme bien. Ouais, une valise qui ferme bien. Ah bah super, c'est trop bien la diversification. Puis ouais, $39,000, voilà. C'est de l'argent, mais c'est pas non plus, là. Ça peut faire x2, x3, même si ça perd un peu. Bah c'est comme un peu en Floride en 2008 ou dans plein d'autres pays. C'est sûr qu'il y a eu ça, en espérant que ça remonte après. Après c'est toujours pareil quand ça remonte. Tu vois, même en ce moment en France, les prix moi je suis encore en train d'acheter des biens. Les prix ont augmenté. Donc les biens que t'es content, mais quand tu cherches, t'es toujours un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. T'es là. Ouais, d'un côté, ça fait chier que ça monte, de l'autre, ouais, bon, c'est sûr que ça. Ok, super. Bah écoute, on va arriver aux questions de la fin. Okay. Alors j'ai une nouvelle question, c'est quel est le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Alors je sais pas si c'est un compliment, mais en fait en Argentine, les mecs ils sont assez dragueurs. Enfin tout le monde t'accoste dans la rue pour te parler, même tu vois t'es en pyjama et t'es pas coiffé, les mecs ils viennent te parler, tu dis non mais c'est bon, mets un critère quoi, tu vois. Et genre c'est comme les 32 banques, c'est la même technique. Ouais, c'est genre au bout d'un moment il y en a une qui va dire ok, tu vois. Et du coup, il y a un mec, il arrive comme ça, mais genre super préoccupé, quoi. Il me regarde avec des grands yeux, il me dit, mais ça va, tu vas bien, ça va et tout. Et je me suis dit, merde, j'ai la gueule en sang, qu'est-ce qui se passe, tu vois, j'ai perdu une dent, c'est quoi le délire, quoi. Et je dis, bah ouais, ça va, pourquoi, tu vois, et il me dit, ah non, parce que genre, ça doit faire mal de tomber du ciel, genre t'as un ange qui tombe du ciel, ça va, tu t'es pas cassé un truc. Quand j'étais là, ah non, mais d'accord. Donc de temps en temps ils font des petites vannes comme ça. Okay. De temps en temps il y avait un mec aussi qui m'a dit qui arrive en voiture et qui me dit mais c'est où mais je cherche ça mais c'est où et je dis bah je sais pas, vous cherchez quelle rue? Il me dit ah la clé de ton cœur. Ouais. Ok. Du coup c'est bien drôle quoi. Enfin bon. Ouais. Voilà. Parfois ça fait un peu chier mais parfois c'est rigolo. Bah pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Si tout le monde le fait, c'est. Oui, je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne. En plus, je pense qu'ils se font rater toute la journée, mais ils ont une bonne estime d'eux, tu vois, donc ils continuent. C'est comme les gars qui veulent te vendre des trucs, tu sais, dans la rue, là, qui te proposent des trucs incroyables. Ouais. Tu te dis, mais putain, mais s'ils proposent toute la journée, il y a bien quelqu'un qui doit dire oui, sinon il le ferait pas. Mais bon. Ok. Deux petites questions. Qu'est-ce que tu ferais avec 100 000 euros aujourd'hui? Soit 2 millions, 20 millions de pesos. Franchement, je le diviserais pour faire des apports. Comme voilà, je suis à l'étranger, je suis pas une situation idéale, j'achèterais des trucs à, je sais pas, entre 50 et 70 000 euros. Ce qui fait pas grand-chose pour la banque, c'est pas trop risqué. Je mets 15 000 d'apport. Donc ça me fait des petites mensualités de 250 et comme ça ils se disent mais même si y a personne, elle peut quand même le louer. Enfin, elle peut quand même le payer et je fais ça et je le répète sur 10 apparts. Ouais, bonne idée. Comme ça j'ai un petit salaire en plus aussi. Ouais, voilà. Petit salaire et puis avec ça tu lèves 600-700 000 euros d'immobilier donc tu commences à être pas mal. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as un invité à me recommander? Ouais, moi je te dirais plutôt une femme parce que du coup j'en ai un petit peu marre sur Insta, il y avait que des mecs, alors ils sont géniaux, ils font des trucs super, tu vois, mais je me suis dit on est quand même pas beaucoup représentés. Donc moi je te recommande Investisseuse Éclair, qui est une jeune fille qui a vraiment la pêche et qui très sympa, qui investit, qui enchaîne, qui est dynamique, même elle vient d'avoir un bébé et même à 9 mois de grossesse, elle continuait d'enchaîner les trucs, les signatures, donc voilà, vraiment super dynamique et du coup je me suis dit j'ai créé aussi un Insta pour avoir une petite présence féminine en plus sur les investisseuses.
Donc pour ceux qui veulent voir, je viens de le créer, donc voilà, soyez indulgents. Ça s'appelle Imo Optimist. D'accord. Voilà. Donc, Et du coup, je te taguerai forcément sur mon post du podcast, et puis je mettrai les liens dans la description. Et ouais. Et Investisseuse Éclair, si je me trompe pas, c'est la première personne qui a parlé de permis de louer. Tu sais, en France, il y a des villes qui ont des permis de louer. Ouais, et ça a l'air bien galère, hein. Franchement, ça a l'air bien galère. Ouais. Hein. Je viens d'en faire un. Là, j'ai encore envoyé un mail à l'inspecteur ce matin. À Narbonne, en fait. D'un côté, c'est bien parce que tu avais des personnes qui étaient vraiment marchands de sommeil et avec des immeubles insalubres, tu vois, qui s'écroulent, quoi, et qui louent ça 900 balles pour des trucs mais horribles. Donc je me dis, d'un côté, c'est bien qu'ils commencent à mettre le nez dans ces trucs pourris. Mais d'un autre, moi, l'appart, il a été refait à neuf, les sols, les murs, la cuisine, la salle de bain, tout a été refait, tu vois. Et là, tu te dis, ils vont te chercher la petite prise ou. Et donc j'ai eu le permis de louer, mais avec des réserves, alors que le truc il est nickel, tu vois. Et je suis allée changer des trucs. Par exemple, l'ampoule elle doit pas être à nu, mais quand j'ai fait la visite, je l'avais pas encore meublée, donc j'avais pas encore l'applique. Donc je me suis pris une réserve sur ça, sur une prise, je me suis pris une réserve. La barrière. Tu vois, du balcon, enfin c'est pas un balcon parce que c'est un garde-corps en fait. Sur la fenêtre, ils trouvaient qu'il y avait 10 cm de moins que la norme, mais c'est un immeuble qui a été fait il y a 50 ans et toutes les barrières elles sont comme ça. C'est un truc bâtiment de France, donc je peux pas mettre n'importe quelle barrière. Tu vois. Ils voulaient que je mette une VMC, mais il me dit t'as qu'à faire un carottage de mur, va le faire ça sur un bâtiment de France. Va parler aux architectes du bâtiment de France pour faire un petit carottage. Tu vois. Ah non. Donc voilà. Ouais, ça a l'air galère, et c'est pour 2-3 ans, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est 2 ans. Si tu changes de locataire, tu dois le refaire. Sinon, c'est 2 ans. Ouais. Je suis pas super impatient que ça arrive dans les villes où j'ai les apparts, ça, parce que je sens que ça. Ouais. C'est souvent les centres-villes ou les centres, les casques historiques où il y a des trucs un peu vieux, tu vois. Non, mais tu comprends l'idée. Après, mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil. T'as des gens. Moi, j'ai un appart dans un petit immeuble. T'as un mec qui parle pas français. Il paye pas les charges. Il a 2 apparts. C'est pas comment il les a eus. Il loue sans beau, tu vois. Toi, c'est sûr. Tu vois, t'as quand même 2 poids 2 mesures, quoi. T'as des gens. Toi, tu fais les trucs bien. Et lui, pour avoir 100 balles pour changer une porte, c'est la misère. Il loue 100 balles et voilà. Enfin. Tu vois bien le truc. Et ça, quand t'achètes, tu sais pas. Donc, qu'il y a un copropriétaire, enfin, le permis de louer, ouais. Et puis moi, t'essayes de te renseigner, mais tu peux pas savoir ça tant que t'es pas propriétaire, qu'il y a un copropriétaire. Même ça dépend des quartiers. C'est pas forcément toute la ville de Narbonne qui est soumise au permis de louer, c'est quelques zones, en fait, par exemple. Mais ok, super. Quand j'ai eu les réserves, j'avais un peu les boules, quoi. Ouais. Mon appart était nickel et je me suis repris des réserves, quoi. Mais bon, comme ça. Écoute, je contacterai, je sais plus comment, c'est son prénom. Camille, voilà. Camille de Investisseuse Éclair. Ouais. Écoute, Lara, ça m'a fait super plaisir. On a pris un peu de soleil, là, avec l'Argentine. Et puis, c'est toujours très intéressant de voir, je trouve, comment le monde il se passe ailleurs. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, j'avais un du Cambodge, tu vois, là. On a fait les 2 côtés les 2 côtés du globe, là, maintenant, par rapport à. Et en tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Donc, si les gens, ils veulent te contacter, tu peux répéter juste ton Insta? Ouais, imo.optimiste. Imo.optimiste. Donc, voilà, je répondrai au message. Je viens de mettre la mise en meublé du dernier appart, là. Donc, avec des petits conseils. Super. Si ça vous intéresse. Ouais. Ok. Écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, si je passe, merci beaucoup. Si je passe en Argentine, on essaiera de se voir. Et puis, peut-être, j'irai résider dans la LCD. Je ramènerai quelques dollars dans ma poche. Ok, ça marche. Allez, à très bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.